collectif des filières biosourcées du bâtiment, qui regroupe la paille, la ouate, le chanvre et la balle de céréales. Donc Coralie fait des réunions à l'Arche de la Défense. C'est sérieux. Hein. Et elle est aussi la coordinatrice des dernières règles professionnelles de la construction paille version 3. Donc la réglementation, elle connaît un peu le sujet. Mais elle fait aussi des choses qui sont hors règles pro dans le passé. Volker Ehrlich, qui est ici présent, architecte. Il fait des bâtiments en paille porteuse, donc hors règles pro. Il essaye aussi de faire de l'ITE en paille sur beaucoup d'étages. Quelques difficultés, mais bon, il en parlera peut-être ou pas. Alain Bornarel, ici présent, de l'ICEB. Donc peut-être qu'il ne faut pas que je te présente, je ne sais pas quelle casquette tu as aujourd'hui. Le manifeste de la frugalité heureuse. Il y a aussi le livre Hors la loi, qui est sorti il y a quelques années. Donc, voilà, c'est peut-être un peu dans le sujet aussi. Baptiste Uric, cofondateur de Bellastock. Je crois que tu es encadrant sur celui-là. Encadrant technique, mais ils me connaissent tous là. C'est vrai. Non, il y a peut-être des gens qui ne sont pas de Bellastock. Je crois que tu fais de l'expérimentation aussi chez toi, dans un territoire reculé par rapport à Paris. Voilà, on va commencer. Je ne sais pas qui a envie de parler de la règle, je ne sais pas, l'allié de l'expérimentation. Après, il y a aussi une table ronde où il y a d'autres invités, mais peut-être que les invités de la deuxième peuvent intervenir sur la première, s'ils ont envie de parler de l'expérimentation, de la règle, être hors la loi, être hors règle. Coralie, tu commences, peut-être? Difficile. Hein. Oui, merci. En fait, la construction en paille, elle s'est pas mal développée dans les années 90 à 2000, où il y a eu beaucoup d'autoconstructeurs qui ont expérimenté plein de techniques pour construire leurs bâtiments. Certains avaient aucun exemple, les tout premiers, ils ont eux-mêmes maçonné des blocs, ils ont fait plein de techniques diverses et variées. Et mine de rien, c'est grâce à tous ces gens qui ont essayé de construire leur petite maison qu'on a pu savoir qu'est-ce qui fonctionnait et qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Parce que forcément, il y en a qui ont essayé des choses et ça s'écroule, ça moisit, ça prend l'eau. Et puis d'autres où ça fait 30 ans qu'ils ont construit leur bâtiment et ils consomment toujours aussi peu de chauffage et il est toujours agréable à vivre. Donc, quelque part, c'est un peu la naissance du réseau français de la construction en paille où, en 2005, les constructeurs paille se sont dit ce serait peut-être pas mal qu'on commence à discuter entre nous et échanger nos savoirs et savoir qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'on se mette d'accord et peut-être même qu'on l'écrive sur un bout de papier. Et petit à petit, il y a eu une association qui s'est créée pour ça, donc le RFCP. Et donc un recueil, un guide des bonnes pratiques au départ qui a été écrit. Petit à petit, on s'est orienté vers l'écriture de règles professionnelles, donc c'est la version 3 aujourd'hui. Et voilà, l'idée c'était pas forcément d'exclure des techniques ou d'empêcher les gens de construire comme ils voulaient, mais c'est en tout cas de dire qu'on était sûr qu'il fonctionnait et permettre aux professionnels d'accéder à des assurances décennales. Parce qu'aujourd'hui, si un professionnel n'a pas d'assurance décennale, ça peut être compliqué de construire. Et l'assurance décennale, ça protège la maîtrise d'ouvrage, donc les gens qui se font construire leur bâtiment. Et donc ces règles ont été validées en juin 2011 par une commission qui s'appelle la Commission Prévention Produits et qui regroupe des assureurs, des contrôleurs techniques, des gens de la Fédération Française du Bâtiment, des gens du CSTB, et voilà. Et donc ils ont validé ces règles professionnelles. Ce qui n'était pas gagné, parce que eux ils découvraient la boîte de paille. Nous, ça faisait quelques années déjà qu'on était dedans, mais eux ils ont tout découvert. Et donc ça a été mis en application en 2012. Et voilà, maintenant ça fait 7 ans qu'elles sont sorties.
Elles ont été revalidées par la suite par cette commission. Et ces règles ont permis d'avoir, pour les assureurs notamment, une base en fait. Quand les charpentiers allaient les voir en disant je veux avoir une assurance décennale sur la paille, qu'est-ce que c'est que la construction en paille? Ils sortent le bouquin a été validé, ok, il y a leurs supérieurs qui ont validé ce bouquin, donc normalement ils ont accès à une assurance décennale facilement. Et aujourd'hui, ces règles professionnelles, elles couvrent un champ d'application qui est ce qu'il est. Donc la botte de paille est considérée comme un remplissage isolant. Donc ça fait quand même des murs qui permettent de faire du bâtiment passif, vu qu'il y a au moins 35 cm d'isolant. Et c'est aussi un support d'enduit, c'est-à-dire que l'on peut directement enduire sur la botte de paille avec des enduits à base de terre, de plâtre ou de chaux. Après, on peut aussi, bien sûr, mettre des plaques diverses et variées, des bardages divers et variés sur les bâtiments isolés en botte de paille. Et ensuite, il y a toutes les autres possibilités, tout ce qui est en dehors des règles professionnelles, parce que par exemple, ces règles professionnelles ne concernent pas encore les bâtiments en paille porteuse, c'est-à-dire les bâtiments qui n'ont pas de structure bois pour supporter les charges du toit ou des étages supérieurs. Et là, il est quand même possible de construire, mais forcément, ça passe par d'autres démarches, des négociations avec les assureurs, et ça sera peut-être plus mes autres collègues qui pourront en parler. Qui ? Bonjour, Volker, Benoît m'a présenté. Merci Coralie pour l'introduction de ce que c'est la construction en botte de paille. Je pense que vous avez fait votre propre vision les jours que vous avez travaillé dessus. Alors tu m'as demandé de parler de la construction en botte de paille sur des typologies qui ne sont pas forcément référencées dans la 3e édition des règles pro. Vous pourriez en parler parce que la plupart des bâtiments que j'ai vus, c'est effectivement des bâtiments qui tiennent essentiellement avec les bottes de paille et très peu de recours à d'autres matériaux. En quel cas on parle effectivement de la paille structurelle ou paille porteuse. Et donc ça se fait aussi dans un cadre un peu moins éphémère. Quand on a la chance d'avoir des clients qui sont prêts à suivre une proposition de part d'un architecte que je suis dans ce sens-là. Ça peut aussi se faire dans un marché, que ce soit public comme on va entendre sûrement tout à l'heure, ou alors privé, où moi j'ai eu la chance effectivement de pouvoir réaliser deux maisons individuelles. Une c'est plutôt une extension et une autre maison sur 2 niveaux. En botte dite porteuse. Voilà. Elle porte les charges autres que ses propres charges. Donc, moi, ce que je voulais dire, après avoir connu votre village et ayant vécu un peu l'émerveillement qui peut-être est plus fort quand on vient de l'extérieur sans avoir vécu les étapes qui ont mené à ce milieu un peu surréaliste quand même. Surtout aussi pour nous qui connaissons bien la paille et qui savent très bien que la paille, il ne faut surtout pas la laisser nue. Donc si elle est quelque part nue, il faut tout de suite la protéger parce qu'il pourrait soit y avoir justement la pluie ou d'autres risques qui sont typiques et présents sur les chantiers. Alors qu'ici, il n'y a que ça, et donc effectivement, ça fait d'autant plus surréaliste pour moi. Et en revanche, c'est extrêmement beau, esthétique, je trouve, avec le contraste avec les platanes. Ayant construit sous cette cathédrale feuillue, c'est extraordinaire. Et je voulais dire par rapport à ça, et je pense que vous l'avez peut-être ressenti, et c'est probablement peut-être même la motivation pour laquelle vous êtes venu. Je pense que cette confrontation à la matérialité, aux contraintes de la matière primaire ou la matière légèrement ou plus ou moins transformée, comme c'est le cas d'une botte de paille, est vraiment quasiment la condition pour créer, pour établir des liens, je dirais, en tant que concepteur dans le domaine de la construction, de la conception, domaine construction, parce que finalement, la dimension du départ, elle est forcément physique, c'est-à-dire c'est la matière primaire qu'on transforme, et le projet qu'on livre, il est aussi bien physique.
C'est-à-dire que aussi bien que, et aussi long, je dirais que nous, on assume encore qu'on a une existence physique et des besoins physiques et qu'on se sent mieux dans un bâtiment qui est conçu d'une façon plutôt que d'une autre. Il y a aussi des exigences de confort qui sont donc liées à nos capacités, nos sensibilités. Et là, il y a le mot sens, donc sensoriel, donc nos sens. Et le fait que ce mot en français, qui n'est pas ma langue maternelle, comme vous l'avez tous bien compris, ait ce double sens, notamment celui des sens, c'est-à-dire de percevoir, d'appréhender et de comprendre finalement le monde. Je pense que ce qu'on comprend et ce qu'on intègre et ce qui permet un retour d'expérience, ben ça passe dans un premier temps, essentiellement ou exclusivement, je dirais, par notre filtre sensoriel. Et de l'autre côté, c'est l'entraînement et la connaissance, l'affinement de cette capacité de faire entrer le monde par nos sens qui donne finalement sens à ce qu'on fait. S'il n'y a pas cette première étape, et c'est pour ça que je suis très content de vous voir l'éprouver, la chercher, de quitter vos postes de travail de l'ordinateur pour venir toucher la matière, de vous faire confronter, piquer par les brins, de voir comment elle flue, qu'elle ne tient pas, qu'il faut la remettre, de la forcer de rester en haut alors qu'elle veut descendre de part de sa charge, et ainsi de suite. Donc ça, je pense que c'est effectivement des expériences que vous cherchez, et j'ai espoir, en vous voyant, que ça donnera suite aussi, que ça sera de plus en plus intégré dans l'enseignement, et que cette volonté, ou cet enjeu de retrouver des liens par rapport à des évidences constructives pour moi, qui sont tout d'abord physiques et matérielles, sera écouté et mis en œuvre. Et donc, peut-être pour conclure juste, par rapport à le matériau même, donc nous on travaille avec les bottes de paille depuis, je suis arrivé beaucoup plus tard que Coralie dans le milieu, vers 2012 qu'on a fait notre premier projet. Depuis on en a fait pas mal, plus que 10 je pense. Et donc la question se pose, ou qu'on entend souvent, mais qu'est-ce qui se passe si tout le monde s'y met? Est-ce qu'il n'y aura pas de problème, pénurie, tous les avantages, enfin certains des avantages qu'on vend qui sont à la proximité de la paille, est-ce que du coup il ne faudrait pas la chercher de loin, on n'en aura plus? Alors par rapport à ça, c'est peut-être intéressant de faire un calcul très rapide. Donc si ici on avait 5000 bottes, donc ça doit faire, en fonction de la densité que je ne connais pas, 60, 70 tonnes, quelque chose comme ça. Donc ça fait au moins 10 hectares de surface céréalière, si ce n'est pas un peu plus. Alors en France, il y a 10 millions de hectares de surface céréalière. Et de ces 10 millions d'hectares, enfin ça oscille un peu, ça va vers les 11 je pense maintenant, il y a la moitié, il y a 5 millions d'hectares qui sont du blé tendre. Donc la paille qui est référencée dans les règles pro. Donc sur ces 5 millions, donc si on multiplie, enfin en essayant de rester simple, mais si on se dit qu'il y a 5 tonnes de paille produite par hectare, donc on se retrouve avec 25 millions de tonnes de paille, et sur ces 25 millions de tonnes de paille, il y a environ 40%, donc c'est exactement 10 millions, qui sont disponibles aujourd'hui, et qui sont disponibles, là il y en a certains qui restent disponibles de l'année passée, puisque ces bottes ils proviennent de la moisson de l'année passée, mais d'ici quelques semaines, donc c'est la moisson de cette année, donc il y aura de nouveau les 10 millions de tonnes qui seront générées, enfin produits en tant que coproduits de la production céréalière, et on a ça tous les ans. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 10 millions de tonnes de paille? Si là, de nouveau, on pondère par rapport aux besoins d'un bâtiment, donc ce qu'on a su faire, c'est autour de 15 tonnes par un bâtiment. Je pense que c'est déjà une moyenne sécurisante. Pour une maison individuelle, si on divise les 10 millions par 15, donc on se retrouve avec 666 000 maisons individuelles. Voilà. Qui sont donc, alors qu'on ne construit pas ça en France. En France, on construit 180 000 l'année passée, il me semble, de maisons individuelles. Alors, même pas une tiers. Donc, pourquoi pas les logements habitat, comment on dit, collectif, que ce soit
groupés ou autres. Mais si on attaque ce marché-là, donc là du coup, je n'ai plus le chiffre en tête, il y a 230 000 qui ont été construites, donc plus les 180, ça fait autour de 410. Donc on n'est toujours pas à nos 666 000 qui sont potentiellement possibles chaque année, avec notre production nationale et qui est à proximité, qui a les avantages à justement ne pas générer des problèmes de recyclage. On voit bien que ce qui reste sur place, ça va être disparu d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Pas de problème de faire 2 fois le tour du monde pour arriver sur le chantier, et de suite. Donc avec l'excédent, je propose encore d'isoler les bâtiments existants, puisque comme Benoît l'a dit, on fait aussi des projets d'isolation thermique avec les boîtes de paille. Là, il y a du travail, parce que là, il y a un patrimoine important construit. Donc au sein du collectif, c'est quelque part l'association qui s'intéresse aux enjeux de la construction en boîte de paille francilien. On a calculé qu'effectivement, ça serait avec facilité que jusqu'en 2000, je n'ai en tête les chiffres, mais jusqu'en 2050, avec pas mal de facilité, on arriverait à employer la production francilienne uniquement pour isoler l'ensemble du parc des bâtiments collectifs. Donc voilà, ce petit calcul juste pour donner un ordre d'idée de la disponibilité de ce matériau. Après, effectivement, si Benoît ou je sais plus qui a dit tout à l'heure, certains doutent ou n'étaient pas vraiment au courant qu'on peut construire vraiment aussi des bâtiments qui tiennent la route, je pense qu'on aura Emmanuel et d'autres intervenants qui nous feront un retour qui prouve tout le contraire. Et sinon, ça sera avec plaisir pour un échange autour de ce qui vous intéresse et ce qui vous concerne suite à votre expérience. Merci beaucoup. Oui, alors, en fait, on vient de le voir, là, il y a 2 phases. Il y a la phase qu'a décrit Coralie, qui est celle où on a les règles qui existent, des règles professionnelles ou sous d'autres formes qui existent, et donc sur lesquelles on peut s'appuyer pour, je dirais, rentrer dans le fonctionnement habituel de la conception et de la construction de nos bâtiments. Et puis il y a la phase avant. Donc c'est celle où on n'a encore rien, et c'est celle-là qui est effectivement la plus difficile, mais qui est la phase décisive, qui est la phase où il faut se lancer dans des opérations sans avoir des règles sur lesquelles s'appuyer, et donc sans donner de garantie à ce qui est le juge de paix dans nos métiers, c'est-à-dire les assurances. Il y a, au moment de la COP21, l'association à laquelle j'appartiens, l'ICEB, l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti, à l'époque s'est posé la question comment est-ce qu'on pourrait intervenir à propos de la COP21 dans nos métiers. Et on a décidé de lancer une série de 3 conférences sur le thème « Hors la loi pour dépasser la loi ». Parce qu'effectivement, dans la plupart de nos opérations, on était obligé de se mettre hors la loi, parce que la loi, la norme, la règle, était un élément de frein par rapport à l'évolution des techniques. Du reste, vous pourrez trouver, je fais la pub, quelques brochures sur notre boîte de paille là-bas, qui rappellent les tenants et aboutissants de ces conférences. Je vais simplement faire un zoom sur l'une des interventions qui m'a semblé tout à fait caractéristique. Alors il y a plein de gens qui sont intervenus dans ces conférences, des architectes, des assureurs, des bureaux de contrôle, etc. Mais je vais décrire plus en détail l'intervention d'un des architectes qui est un des pionniers de la construction bois. Parce que je crois que c'est très intéressant de regarder comment ça s'est passé sur la construction en bois, qui a quand même quelques années d'avance sur nos différentes techniques ici. Et à l'époque où le bois, la construction bois, c'était du R+1 au grand maximum, de la maison individuelle sans plus,
et où aujourd'hui on arrive à des immeubles de hauteur importante en construction bois, c'est-à-dire qu'on est arrivé à faire évoluer ces règles. Et comment ça s'est passé? Il expliquait, cet architecte, que Patrick Bertrand, hein, il est architecte, il expliquait qu'il avait au début, lui il s'était formé à la construction bois, notamment dans les pays du Nord, et sur ses premières opérations, eh bien, il était, lui, le sachant sur la question du bois. Et il a été amené à accompagner la formation des autres intervenants, des entreprises, évidemment, et surtout des bureaux de contrôle. Et c'est, je pense, comme ça que les choses ont évolué, c'est-à-dire que sur un certain nombre d'opérations, des gens dans les bureaux de contrôle se sont formés, des gens dans les entreprises se sont formés, et puis après, ces gens-là se sont retrouvés au sein de leur structure comme à leur tour les sachants sur la question de la construction bois. C'est eux qui étaient consultés quand il y avait des opérations un petit peu délicates à faire. Donc du coup, ça les valorisait eux aussi dans leur structure. Et petit à petit, cette connaissance-là s'est diffusée à l'intérieur de ces différentes structures pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire où effectivement on a assez largement fait évoluer les choses. Eh bien, je suis à peu près persuadé que c'est un peu comme ça que les choses se passent aujourd'hui sur un certain nombre de techniques, la paille certes, la question de la terre également, mais aussi sur des techniques qui ne sont pas forcément de structure ou d'enveloppe, hein. Je pense notamment à la ventilation naturelle, sur lesquelles on est aujourd'hui dans cette phase où les règles sont des éléments bloquants et où nous, concepteurs, on a à accompagner, former les différents intervenants de la profession. Voilà, alors ça veut dire évidemment que ça nécessite au sein des équipes une véritable volonté. Et quand je dis au sein des équipes, c'est évidemment la maîtrise d'œuvre, mais aussi la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire que quand on se lance sur des opérations comme celle-là, il faut qu'il y ait une grande unité de volonté entre maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, puis ensuite, quand on va intervenir les autres acteurs, et notamment les entreprises, les associer, les faire rentrer dans le bateau, dans cette aventure. Voilà, mais au départ, c'est cette volonté de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage, ce qui explique du reste que en termes d'innovation et de bâtiments innovants, là aussi les choses ont pas mal évolué. Entre, bon, j'ai quelques cheveux blancs, les débuts de ma carrière où l'innovation, on allait la chercher dans le mouvement HLM, puis les années suivantes où l'innovation, on l'a retrouvée dans les bâtiments publics, lycées, collèges, écoles, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, à quelques exceptions près, dont on en a une ici, c'est plus trop dans les bâtiments publics qu'on va trouver cette innovation. Enfin, ou en tout cas pas dans les bâtiments publics des collectivités importantes. C'est dans, certes des bâtiments publics aussi, mais dans les petites collectivités, c'est-à-dire dans des structures sur lesquelles les responsabilités sont en prise immédiate, hein, où entre l'architecte, l'ingénieur et le maire de la commune, par exemple, la discussion, elle peut se mener et les décisions, elles peuvent se prendre en circuit rapide, ce qui est de plus en plus difficile sur les grosses structures, et surtout les grosses structures qui ont de plus en plus la tendance à ouvrir le parapluie. Voilà, donc je réinsiste sur ces deux conclusions pour moi. C'est donc la première, c'est effectivement d'être obligé un certain nombre de fois de faire le pas de côté, hein, sur, à tout point de vue. Moi, dans mon bureau d'études, on a fait pas mal de ventilation naturelle. Eh bien,
sur un certain nombre d'opérations, on n'a jamais dit qu'on était en ventilation naturelle. Il y a toujours moyen de contourner les choses, y compris dans les calculs réglementaires de réglementation thermique, ce qui nous conduit effectivement quelquefois à être obligé de donner un coup de pouce sur d'autres prestations pour faire passer les prestations sur lesquelles on est dans l'innovation. Mais ces stratégies de contournement, de pas de côté, qui vont permettre de faire évoluer les techniques qui sont aujourd'hui naissantes. Peut-être que pour finir la table ronde, Baptiste va réancrer le sujet sur le festival, mais peut-être en parlant aussi de comment lui, ayant été dans les premiers de Belastock et ayant vraiment touché la matière, enfin c'était un peu le but de Belastock, aujourd'hui en fait dans sa pratique professionnelle fait de l'expérimentation. Alors tout à fait, on pourrait dire que je suis un gangster de l'architecture, puisque du coup je suis hors la loi assez souvent, j'aime l'expérimentation, et du coup moi comment j'aimerais pour réancrer par rapport à ce qui s'est passé ici, et comment en fin de compte, là on a fait des tests, on a vu la matérialité, le sens de tout ça, on l'a senti, maintenant avec quelle valise on pourrait repartir pour pouvoir discuter avec une maîtrise d'ouvrage et rassurer une maîtrise d'ouvrage. Là, on a du coup différents acteurs qui ont déjà fait ce travail-là. Et moi, ma question, par exemple, pour ce qui me concerne dans mes hold-up architecturaux, ça serait de savoir comment je peux rassurer, à part par magouille, les personnes en leur disant « mais si, mais t'inquiète, ça marche ». Comment je peux les rassurer un petit peu plus, comment je peux discuter avec mon propre assureur pour lui dire t'inquiète, ça marche. Comment je fais, moi, quels éléments de langage je peux avoir et quel type de... C'est à cause du RER quand il passe. Qu'est-ce que j'ai comme outil pour faire infléchir ces gens-là dans le bon sens? C'est une question? Ouais, c'était ça. Du coup, par rapport à l'expérimentation, c'est assez compliqué quand même quand on développe un truc qui n'a jamais été fait. Et mine de rien, on en a vu nous dans le monde de la paille et autres, parce que je m'intéresse à d'autres choses aussi. Il y a des gens qui ont expérimenté des choses et derrière ça a pu donner aussi des désordres, voilà. Et moi j'aimerais aussi alerter en disant que c'est bien d'expérimenter, mais c'est pas au détriment des usagers. Et à un moment, c'est pas parce que l'architecte ou le bâtisseur il a envie d'aller au fond de sa lubie que derrière c'est le client qui doit subir et puis ah mince je me suis trompé ou j'assume pas trop et puis je vais me cacher derrière voilà parce que mine de rien l'assurance décennale elle permet ça, elle permet que derrière les usagers soient protégés et c'est bien d'avoir des lubies mais c'est bien d'être sûr un petit peu de là où on va et de parler avec d'autres professionnels, de proposer ce qu'on va faire, qu'on critique nos propositions pour être sûr qu'on va dans le bon sens, quoi. Oui, bonjour, Emmanuel Pézerez, donc je travaille comme directeur recherche et innovation à la mairie de Rosny-sous-Bois et je suis architecte et je suis donc aussi maître d'ouvrage et maître d'œuvre, mais donc maître d'ouvrage. Et je dirais que pour rassurer qui que ce soit, il faut être déjà soi-même très solide sur ses bases. Et pour être très solide sur ses bases, il y a des méthodes assez simples qui sont des méthodes d'essai. C'est-à-dire que certes, chaque bâtiment est un prototype en soi, mais rien n'empêche de faire un prototype du prototype. Je donne un exemple. Nous avons un chantier, un centre de loisirs en paille porteuse que certains d'entre vous ont visité donc à Rosny-sous-Bois. Mais pour arriver à cela, il a bien fallu que nous-mêmes nous soyons rassurés. D'abord,
et puis que nous rassurons le bureau de contrôle, et puis les assurances, et les entreprises, et puis les entreprises connexes aussi, et le conseil municipal. On a fait simplement, d'abord, un état de l'art, une recherche approfondie sur la réglementation, parce que quand même le meilleur moyen d'être alors hors la loi, je ne sais pas, mais en bordure des réglementations, c'est de bien les connaître. Et que vous soyez médecin ou avocat, on reconnaît que vous êtes bon quand vous maîtrisez bien le cœur de votre sujet, mais que vous connaissez surtout les bordures qui vous permettent de passer les choses qui d'habitude ne sont pas complètement identifiées comme étant ciblées. Donc pour revenir à ce centre de loisirs, on a fait un mur test en paille porteuse qu'on a enduit et qu'on a mis sous pression et derrière lequel on a mis le feu. Ça s'appelle un test REI qui lui est un test normé, et on devait une certaine tenue au feu qui était de 30 minutes, et au bout de 2 heures le mur était toujours debout. Donc là on était très largement rassurés, et tout l'écosystème a été largement rassuré par ça. Donc voilà, je reviens. Donc deux choses importantes. Un, d'abord s'assurer soi-même, plusieurs choses. Connaître bien les réglementations, faire des petits tests, et puis l'autre chose, c'est peut-être aussi de regarder comment on peut aller plus loin, et ne jamais oublier le passé, parce que la paille porteuse, elle existe. Donc, nous, on ne fait que mettre une petite brique supplémentaire à ce qu'ont fait les autoconstructeurs que c'était Coralie, ou ce qu'on a pu faire ailleurs à petite échelle quand on a fait une maison. Donc voilà, construire toujours avec les autres ensemble, et avancer, mais sans vouloir être dans la lubie de l'innovation pour l'innovation. Oui, il y a toujours pour garantir et rassurer, il y a une autre façon de procéder qui est celle du suivi après livraison. Et notamment, ça répond à la question que tu posais, c'est les usagers, c'est pas des cobayes, et donc il faut qu'on s'assure que ce qu'on met en place correspond bien à un mode d'utilisation normal pour les différents usagers. Alors moi j'ai 2 expériences, mais qui sont là aussi dans le domaine de la ventilation naturelle, mais c'est des expériences qui peuvent s'étendre à plein d'autres domaines, sur lesquels on a été obligé, pour passer de la ventilation naturelle, et notamment du reste à la ventilation par ouverture des fenêtres, de demander une dérogation au ministère. Donc il y a eu des négociations avec le ministère, la dérogation a été obtenue, et elle a été suivie, et elle est accompagnée systématiquement. On passe par l'intermédiaire du PUCA, le plan urbanisme, construction et architecture, et systématiquement c'est accompagné d'un suivi après livraison, donc des mesures qui sont faites, comparatives, sur des logements équipés, des logements non équipés, des mesures de débit, des mesures de qualité d'air, etc. Et ça, l'utilisation de ces mesures, c'est assez extraordinaire ensuite pour pouvoir repartir sur ces types de techniques-là, en s'appuyant sur des choses qui sont réalisées et qui ont été contrôlées, vues. Est-ce que je peux profiter ayant le micro en main? Oui, cette discussion, c'est étonnant, je n'avais pas prévu dans ce contexte-là, mais effectivement, je me balade avec un livre où, à la limite de 3 citations, ça sera très à propos. Merci. Je cherche des fois mes mots, comme vous avez vu. Mais ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde et on agit et on prend des responsabilités dans un monde où la culture de la pensée, de baser cette responsabilité, se fonde sur un raisonnement binaire, mathématique, quantitatif. Ça n'a jamais existé avant de cette manière-là.
Si Coralie et nous tous disons et défendons, on ne fait pas ça au détriment de l'usager. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est la réglementation, elle s'exerce assez souvent au détriment de l'usager, au bénéfice par contre pour des intérêts industriels, monétaires et autres. Mais à partir du moment où l'ensemble du raisonnement semble codifié par des calculs que plus personne ne comprend, même les théoriciens ne comprennent absolument pas comment fonctionnent les moteurs de calcul des logiciels qu'ils sont obligés d'utiliser. Pour rester dans cet exemple, donc la réglementation à venir, elle est d'autant plus complexe, d'autant plus codifiée et incompréhensible, alors que, ayant la chance d'avoir appris à l'école où j'étais formé un peu aussi dans ce domaine-là, de faire avec énormément de facilité les perditions thermiques d'un bâtiment par conduction et celle par ventilation, et puis la somme, elle fait le besoin du bâtiment en énergie, les choses sont très simples en réalité, sauf qu'on ne nous laisse plus raisonner de cette façon terre à terre, pied sur terre. Et donc le bouquin que j'ai, ça parle de Freycinet. Il y a 2-3 citations. Aujourd'hui, effectivement, ce qu'on peut rencontrer, nous, en tant qu'acteurs dans la construction en bottes de paille ou autres matériaux qui sont observés un peu avec un œil sceptique, c'est souvent des gens qui ont beaucoup plus de confiance et de croyance dans le béton armé. Alors Freycinet, aujourd'hui il est en tout cas pris pour l'inventeur du béton précontraint, on va dire. Donc il avait comme dit Emmanuel, justement une base qu'avait presque personne d'autre à son époque. Donc là on est au début du XXe siècle en compréhension au niveau du béton. Et il devait construire par exemple ces 3 pans là sur l'Allier, qu'il a proposé je ne sais pas si c'est au département ou au maire concerné, à 1/3 du prix, donc 3 ponts au prix d'un pont, qui était prévu à être construit, mais justement en 3 fois plus de temps, alors que les communes en avaient besoin. Donc c'était dans l'illégalité que ça s'est fait, cet accord-là. Et il a dû travailler quelque part, donc un peu informel, avec basé sur des confiances qu'il avait avec des personnes qui savaient estimer ses qualités, tout en respectant une réglementation sur le béton armé de 1906 qui était absolument contraire à la réalité de l'élasticité du béton et de son comportement, notamment par rapport au fluage. Mais ça lui a obligé de concevoir ces arcs de ces ponts avec des rotules, donc des articulations au sommet, ce qu'il savait n'était pas une bonne chose, mais il se pliait à cette chose-là. Et bon, on y arrive, donc finalement, parmi les 3, je vais quand même en lire une, parce que ça peut peut-être rappeler ce que vous avez vécu aussi cette nuit, ou je sais pas. Par rapport au pont de Vordre, donc c'est un des 3 ponts sur l'Allier. Et cette citation, elle est pas mal reprise dans d'autres littératures. Alors entendez bien, c'est l'inventeur du béton précontraint qui aujourd'hui a permis la construction du tunnel vers l'Angleterre, viaduc du Milo, enfin on relie des îles, on relie des continents. C'est cette façon de penser et de raisonner qui nous permet ça. Et maintenant l'extrait qui aurait pu se passer peut-être ici. Rentré à Moulins, dans la nuit, je sautais sur ma bicyclette et allais au Vordre réveiller Biguet et 3 hommes sûrs. À nous 5, nous réunîmes en place les vérins de décentrement. Je m'en étais heureusement réservé la possibilité et, dès qu'il y eut assez de jours pour l'utilisation des niveaux et des murs, nous commençâmes à relever les 3 voûtes à la fois. C'était un jour de marché, à chaque instant, il fallait interrompre l'opération pour laisser passer des véhicules. Pourtant, tout finit bien. Remis dans ses lignes, guéri de la maladie qui avait failli le tuer, le pont du Vordre s'est comporté parfaitement bien jusqu'à sa destruction par la guerre en 1940. Donc là, il était question que le pont en béton, il fluait, et donc ce fluage, il menait quasiment à sa défaillance, qui était due justement à cette articulation qui était imposée, dont il savait très bien qu'il ne fallait pas la faire. Et donc tout ça encore, en dehors de la réglementation, en dehors des accords formels, il a dû remanier, et ça a permis justement à obtenir les connaissances du comportement élastique instantané et différé du béton armé, auquel aujourd'hui nous semble une chose habituelle et tout à fait normale, alors que les débuts de ce matériau-là, du béton, mais que ce soit du bois, que ce soit de la terre cuite, de la terre tout court, les débuts de l'ensemble du savoir-faire constructif de l'ensemble de ces cultures qui sont extrêmement poussées aujourd'hui et qui nous semblent donc de l'acquis,
sont tous passés par cette phase-là, des personnes comme lui, comme vous, comme nous, qui osent à pousser, à interroger et à mettre en question justement les outils en place, qui sont aujourd'hui malheureusement des modes de calcul là il y aura d'autres situations, mais il n'y a peut-être pas le temps, qui démontrent comment un ingénieur même, il se fie uniquement à sa intuition et à son monde sensoriel, en mettant de côté, ou en tout cas en priorité après, le savoir-faire calculatoire. Voilà. Merci Volker pour cette transition qui va me permettre de présenter le dernier intervenant. Mais après, je pense qu'on va refaire des tours de table. C'est le but de la tour de table. Donc ce que j'entends bien, c'est qu'en fait les précurseurs sont hors la loi. Enfin, j'ai l'impression que là, tout le monde est en train de parler et que la réglementation, il faut aller. Au début, on va contre ou on va à côté, et puis finalement, c'est ce pas de côté qui devient la règle ou la norme ou l'habitus. Il y a l'idée aussi qu'il y a des bâtiments qui arrivent à échapper à cette normalisation, peut-être des villes. Est-ce qu'il pourrait exister là, pendant les festivals Bellastock, c'est peut-être 3 jours où il y a un territoire qui devient un territoire expérimental, qui sort de toute norme de construction, mais qui va finir par le devenir. Peut-être qu'il existe aussi des territoires un peu plus grands où il y a des précurseurs qui vont faire la future loi, ou peut-être qui n'ont pas envie de faire la future loi. Je ne sais pas, peut-être que Raphaël peut en parler. Bonjour, moi je m'appelle Raphaël, je viens de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Du coup, à côté de Nantes, où il devait y avoir un projet d'aéroport, où il y avait un projet d'aéroport qui a été enterré l'année dernière. Donc nous, on ne veut pas faire loi, absolument pas. Par contre, on voit, il y a un truc qui est évoqué par la paille, que effectivement, c'est par des personnes qui ont su se dégager de la tyrannie du présent que la paille, elle devient là maintenant partout dans toutes les constructions possibles. Donc c'est ce pas de côté, c'est de pas se contenter de la normalité, de pas rester dans le vent, une ambition de feuille morte. C'est du coup de s'autoriser à penser plus loin que le présent. C'est une des choses qui a été permise sur la ZAD, par la brèche ouverte par la lutte contre l'aéroport. Voilà. Donc le projet, il a été enterré l'année dernière. Jacques Ferrier, l'architecte en chef de l'aéroport, présentait son aéroport avec des 3D super vertes. Tout était vert, même les pistes de décollage étaient vertes. Il le présentait comme un pan du bocage qui se soulève. Donc ce cynisme, ça lui a valu en 2013 d'avoir le hall de son agence repeint en vert à l'extincteur. C'est le soulèvement du bocage, c'est celui de la lutte contre l'aéroport. On ne peut pas vraiment parler de la ZAD sans parler de la lutte, donc je vais vous faire vite fait un bref retour. En 1967, il y a le début du projet. Les paysans s'organisent légalement pour lutter. En 2009, les habitants qui résistent lancent un appel large à venir occuper la zone pour bloquer physiquement les premières études et les travaux. De là, le bocage se maille de cabanes dans les haies, dans les arbres et tout ça. Donc, c'est les premières expériences de vie ensemble sur la ZAD, ces expériences de chantier. Et en 2012, il y a une première tentative d'expulsion de la part du gouvernement Hollande, 10 lieux détruits, et en réponse à ça, il y a 40 000 personnes qui déferlent sur la ZAD et qui reconstruisent un village en une journée. Là, ça pose un geste d'ancrage encore par le chantier et de construction d'une communauté de lutte. C'est 200 comités qui se réunissent autour de la construction de ce village pour marquer la détermination à défendre ce territoire et en prendre soin.
Et de là, de ce geste-là posé de construction, se pose la question de la victoire, du projet à long terme. L'abandon, c'est une des forces de la ZAD, c'est d'avoir toujours considéré que le projet ne se ferait pas et qu'il fallait directement envisager plus loin. Et du coup la première manière d'arriver sur la ZAD pour énormément de gens, c'est de participer à un chantier. Et c'est ce moment du chantier où c'est assez important de ne pas le laisser à une économie de marché, c'est de s'en ressaisir et d'en faire un moment politique de rencontre et tout ça. En avril, donc l'année dernière, vous le savez, il y a eu l'expulsion d'une partie de la ZAD, un tiers de la ZAD dégommé en 3 jours, avec 2500 gendarmes, 3 blindés, 2 hélicoptères, 4 drones, 11 000 grenades, 300 blessés en 3 jours, avec une violence qui s'est maintenant un peu généralisée avec les gilets jaunes. Enfin, je passe... et des millions dépensés pour détruire quelques cabanes de briques et de broc. En fait, c'est clairement un imaginaire, une revanche que l'État a voulu mener à cet endroit-là. C'est pas des cabanes en palettes dans les champs qui matériellement le gênaient. Le dimanche qui suit cette première vague d'expulsion, il y a immédiatement une réponse de reconstruction du mouvement autour d'un chantier, de construction d'une charpente. Donc pendant l'expulsion, le Gourbi, qui est un des espaces d'assemblée principal de la ZAD, est détruit. Dès le vendredi, il y a des charpentiers, charpentières qui viennent en soutien. On a des grumes qui sont prêtes à scier. On commence à scier le bois le vendredi. Le samedi, on taille la charpente. Et le dimanche, pendant la journée, on lève le bâtiment. Et il y a ce moment assez fou où les flics s'en vont. Et il y a 200 personnes, donc une foule qui soulève la charpente et qui traverse la ZAD avec les haies, dans un espèce d'euphorie collective. Un moment un peu indescriptible. Il y a quelques vidéos. Là, on ne sait pas trop de qui la charpente soulève la foule ou la foule soulève la charpente. Le lendemain matin, à 6h, le blindé détruit la charpente, mais c'est trop tard, on a déjà gagné. Ça, c'est quelque chose qu'on a refait notamment à la Plaine, à Marseille. On a ramené une charpente là-bas en fin de manifestation, on l'a montée et ça a permis de faire durer un peu la mobilisation jusqu'au soir, jusqu'à la nuit. Elle est restée le week-end et ça a posé un geste assez fort et qui marque toujours une volonté de construire un mouvement. Donc ça, c'est un rapport un peu à l'événementiel qu'on assume, celui de faire oui, on sacrifie une charpente, on sacrifie de la matière, du travail, mais en fait, on construit un mouvement qui lui tient dans la durée. Mais voilà, comme je vous le disais, une des raisons des victoires de la ZAD, c'est d'avoir réussi à s'ancrer et avoir plus loin, donc passer cette dimension sacrifice et événement, on cherche à se projeter dans le temps, et le temps qui est un peu significatif là-bas, c'est le temps de la forêt. On essaye de reprendre en main la forêt, reprendre en main, elle se prend très bien en main, mais en tout cas d'assumer qu'on a besoin de cohabiter avec elle et d'imaginer son futur dans 150 ans. Quand on prélève un arbre dans la forêt, on va essayer à ce que ce soit un arbre qui permette une percée lumineuse pour favoriser de l'essence. Pour faire court, on a des Douglas qui ont été plantés il y a 50 ans. Nous, on fait un chantier par an chaque automne, qui a l'occasion de se former à la charpente, au bûcheronnage et à la connaissance des arbres. Donc on essaye de transformer cette futée régulière, tous ces arbres de la même essence, du même âge, en futée régulière, donc en prélevant des arbres qui vont laisser de la place aux autres, en amenant d'autres essences, et en prenant soin de le moins abîmer le sol possible. Donc on débarde à cheval, ce qui permet de ne pas avoir à creuser des chemins, ne pas avoir à faire des voies forestières pour faire passer des machines. Voilà. Pour autant, on assume, on refuse de sanctuariser la forêt. C'est-à-dire que c'est une logique aussi qui vient de la ville, souvent. En tout cas, nous, on veut cohabiter avec un paysage vivant, on ne veut pas habiter à côté et la laisser en sanctuaire. On assume qu'on a besoin d'elle, de la forêt, pour se chauffer, pour construire. Et voilà pour la forêt. Après,
Au niveau, on fait aussi des chantiers d'équarrissage à la hache. Alors moi, ça me paraissait un peu délirant au début parce que j'ai une formation d'architecte et je trouvais ça très très pratique la scierie. Alors forcément, il y a un autre rapport à la matière. On voit les fibres, on prend conscience de la résistance des matériaux et ce que ça permet aussi, vu que nous on travaille avec la forêt en la considérant comme une ressource limitée. C'est elle qui nous donne ce qu'elle peut donner et on construit à partir de ça. Du coup, on a besoin d'optimiser. L'équarrissage à la hache permet notamment d'utiliser la moindre branche pour en faire une contrefiche, un lien, et que traditionnellement le bois de charpente, les fûts droits, ils vont au bois d'œuvre, ils vont à la menuiserie, et que les bois de rebut, c'est tous ces bois tordus où ça fait des charpentes magnifiques par ailleurs, mais que l'équarrissage permet, là où les petites scieries arrivent encore à optimiser, mais où l'industrialisation et le calibrage du bois pour le sciage industriel permet pas du tout ça. On a des rendements qui sont à peu près 2 fois supérieurs avec de l'équarrissage. Voilà. Donc nous, on s'est doté d'un outil pour la filière bois qui s'appelle le hangar de l'avenir à Bellevue. Là, il y a eu dernièrement un chantier terre avec de la matière à l'ouvrage du réseau Éco-Bâtir pour faire le torchis, etc. Donc c'est un bâtiment que je vous invite à venir voir. C'est tout à la hache, sculpté. On essaye de charger cet édifice de toute l'histoire de la lutte et que chaque moment de chantier soit un moment festif et qu'on célèbre chaque étape du bâtiment. Et on essaye par ailleurs du coup que le chantier soit associé à des moments de vie. On veut le lier au quotidien. Donc il y a un peu cette idée aussi qui vient des abatistes de l'école de la vie, l'école du quotidien, qu'on essaye voilà, que le chantier soit un moment enrichissant à plein d'égards au niveau des compétences acquises, des rencontres, du contenu spirituel aussi qu'on peut apprendre sur un chantier. Et donc, par exemple, il y a eu le chantier de l'Ambasada, où moi j'ai beaucoup participé à ça, donc c'est pareil, c'est un beau bâtiment, vous pouvez venir voir, qui est né d'une envie de faire d'un lieu chauffé, donc isolé en paille, de 130 mètres carrés, avec des gens du Pays Basque, pour accueillir à l'international, pour faire un point d'accueil international à disposition de tous les collectifs qui veulent y venir, voilà, pour des séminaires, des rencontres, des résidences. Donc là, on a accueilli dernièrement des abatistes, des Kurdes, le réseau d'alternatives forestières, Éco-Bâtir. En ce moment, il y a le Transborder Camp qui s'y passe, donc c'est 600 personnes qui s'organisent pour constituer le réseau de soutien aux migrants et notamment les sauveteurs en mer Méditerranée. Donc voilà, le bâtiment, il est là, il vit. Et le bâtiment, il a été conçu pour être réalisé par des personnes qui ne connaissaient pas le travail du bois et qui parlaient à peu près 8-10 langues différentes. Donc voilà, on avait un système assez simple de boulons, d'assemblage, mais on s'est donné les moyens d'avoir un chantier ouvert qui soit l'occasion de créer le projet en fait. Enfin, le projet était vide de personnes. Il fallait que le chantier soit le moment où on construit la communauté qui va le faire vivre. Et on s'est donné les moyens pour ça. Voilà, donc cette conception de charpente hyper simple, de lier la cantine et la logistique au chantier, donc sur le même endroit. Voilà, pour avoir des moments de pause, on peut filer un coup de main. Des chantiers silencieux aussi, donc des journées où on travaillait que le ciseau à bois et la confection de briques en terre crue. Et aussi plusieurs chantiers en parallèle pour accueillir différents niveaux d'implication et de compétences. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent pour 2 heures et qui peuvent travailler mais qui ne vont pas faire la même chose que ceux qui sont là sur plusieurs jours. Et du coup, ça a fait un chantier où sur un mois, il y a 300 personnes qui sont passées. Et voilà, on était entre 40 au quotidien, 30-40 au quotidien. Au niveau de la matière, on essaye aussi, voilà, de charger de sens la matière. Mais c'est en fait tous les projets sont chargés du sens que contient la matière et que si un projet est en béton, il est chargé de cette histoire-là. Nous, pour chaque matériau, on essaye de créer un lien. On a essayé de créer un lien avec une personne, un paysan, un maçon, un charpentier,
un producteur de tomates, une menuiserie. Et ça donne aussi de l'histoire au projet, ça fait que des gens s'en emparent. Donc on a le bois qui vient de la forêt de Roanne, le vitrage, le vitrage et les palettes pour faire la volige, donc un peu de réemploi, l'argile qui vient du bocage. On a les fondations qui étaient des pylônes électriques en béton qui servaient pour faire des barricades, donc on a récupéré pour en faire des fondations. Et les bottes de paille qui viennent du coup là du groupe céréales qui cultive le blé qui permet d'avoir le pain. Enfin, notamment le chantier bottes de paille, ça a été l'occasion de passer une après-midi dans les champs et de faire un moment hyper chouette. Et on a le chanvre aussi qui a été cultivé chez un paysan. Et ça implique plein de gens qui se sentent après dans le projet. Enfin, voilà, c'est une solidarité qui s'incarne dans le projet. On le voit pendant la phase d'expulsion. Il y a au 3e jour, il y a de la première vague, du coup, il y a, malgré la trêve faussement annoncée par la préfecture, il y a un débarquement de policiers. Ils viennent se poster au pied de ce bâtiment-là. Il y a les pelleteuses qui approchent. Donc là, on se demande s'ils vont le casser ou pas. Et on monte sur le toit, donc il y en a une dizaine à monter sur le toit. Et là, sur le toit, on retrouve le paysan qui avait fait le chanvre, une équipe de Basques qui sont là, qui mettent leur corps là pour défendre le projet. Et pour conclure, je voulais dire que l'aéroport il aurait pu être fait en paille, que on est comme le Grand Paris pourrait être construit en terre en fait, qu'il y a besoin de re-questionner. Le choix d'un matériau sain et biosourcé, il suffit pas à donner du sens à un édifice. Et la semaine dernière, il y a eu le réseau Superville qui s'est retrouvé à Nantes. On a pu, pendant une semaine, aller dans des lieux qui fabriquent la ville et qui assument une certaine conflictualité avec la métropole nantaise et le processus de métropolisation qui aurait pu conduire à la construction de l'aéroport. Et avec eux, ça permet de penser, ça plus la ZAD, c'est des lieux, des espaces là où ça permet de penser l'après-métropole, de se re-questionner. Et la ZAD, elle a permis surtout d'élargir les projecteurs se sont tournés là, mais ça élargit le débat bien plus loin, ça re-questionne comment on veut construire, avec quels matériaux, quel rapport au territoire. Et voilà. Merci. Bravo. Merci Raphaël. Ça me rappelle en fait que j'avais effectivement au moment du concours de l'aéroport, j'avais un copain qui était fan de ventilation naturelle et qui était dans une des équipes une des 4 équipes qui lui il a perdu, mais ça aurait pu aussi être un aéroport avec de la ventilation naturelle, comme quoi en fait la technique ne fait pas tout. Merci pour ce descriptif exhaustif de ce qui se passe sur la ZAD. Moi j'ai l'impression, ça me fait penser que ce serait comme si en fait le festival Bellastock restait plus longtemps que un festival qui durait longtemps. Et après il y a des choses que tu décris sur l'utilisation des bois locaux, la réappropriation des outils de production, des moyens de production, rentrer en connexion avec la forêt, qui me font beaucoup penser à ce que Manuel veut faire, est en train de faire à Rosny, qui est pas que de la paille. Je sais plus, est-ce que tu as parlé de la ventilation naturelle, peut-être, mais il y a aussi des questions sur les bois locaux, sur le post-carbone. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus de pétrole et qu'on veut quand même construire des bâtiments résilients? Est-ce qu'il faut revenir à des méthodes à la hache, comme ce qu'expérimente Raphaël, aller chercher des bois locaux franciliens, les débarder à cheval, être hors norme un peu. Merci pour cette ouverture très large.
beaucoup de choses à dire, donc ça va être un peu compliqué. J'aimerais rebondir sur l'expérience, ton expérience, votre expérience. Ça me rappelle quelque chose qui peut faire lien avec ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. C'est l'expérience qu'il y a eu à Lausanne d'une construction en paille porteuse dans un mode squat et dans un mode actif, rapide pour surprendre l'autorité, qui avait pour but de questionner la règle, justement. Et ce qui est intéressant, c'était que la ville de Lausanne était gérée par des gens qui étaient rouge-vert, et ils étaient très embêtés par cet objet qui s'était manifesté là, qui s'était posé là. Et là, longtemps, est-ce qu'on allait détruire, pas détruire, quelle était la valeur de cette maison s'est posée. Et la valeur de cette maison, elle était simple en fait. Elle était de re-questionner la règle. Et là, c'était une règle d'urbanisme. Ça aurait pu être une règle technique, mais c'était une règle d'urbanisme. Savoir, et la réponse des squatteurs, des gens qui avaient ça, c'est d'accord, vous êtes les représentants de la loi, vous avez capacité à détruire, mais est-ce que la règle que vous nous imposez, elle est bonne? Est-ce que le PLU est bon? Est-ce que finalement vous êtes en accord même avec ce que vous prônez? Et c'était déjà une question assez forte, hein. Bon, la maison a brûlé accidentellement ou pas. Mais ce que ça a donné quelque chose qui nous a enrichis tous, et Volcker pourra peut-être en témoigner, c'est que la ville de Lausanne a repris l'idée de faire quelque chose de participatif, de local, et notamment en paille porteuse. Donc c'est le bâtiment qui est Eco 46, qui est une annexe des bureaux du service des espaces verts à Lausanne. Et ce bâtiment, il a utilisé du bois local, de bois appartenant à la ville de Lausanne. Il a fait travailler les équipes de pompiers pour le levage. Il a entré plein de caractéristiques qui finalement ont été puisées dans l'expérience de rupture du contrat qui avait été mené par ces squatteurs. Donc voilà, les choses s'enchaînent assez logiquement si on y trouve... Si on y trouve finalement un intérêt collectif. Parce que, et là je vais parler parce qu'il faut toujours reprendre cette idée que on est face à un défi qui est chacun dans notre corps de métier, mais qui est collectif. Jamais l'humanité elle a été face à un tel problème, qui n'est pas qu'un problème social, qui est un problème de est-ce que l'humanité va survivre aux 50 dernières années qui arrivent. Et je me suis rendu compte que la question, elle était vraiment tout le temps là, et sous différentes formes. Ce matin, j'ai regardé la liste de mails qui menait à la présentation de cette table ronde, et tout le monde n'était pas d'accord sur la façon dont on devait présenter les choses, et ça a donné vraiment des échanges. Des fois, moi j'ai fait quelques conférences internationales, c'était vraiment plus fouillé que les conférences internationales. Et là j'ai compris pourquoi, parce que en fait le public qui est là, il est important. Enfin, vous êtes important. Vous êtes important parce que pour la plupart, vous commencez et vous allez poursuivre. Donc ce qu'on essaye de simplement dire aujourd'hui, il est précieux dans ce que vous pourrez en faire, ce que vous en avez déjà fait et ce que vous pourrez en faire par la suite. Donc, voilà, c'était déjà peut-être la première chose qui me paraissait essentielle à dire. L'autre chose, c'est que on est face donc à ce temps, à ce temps qui est limité. Et dans la discussion, on me disait non, mais ne soyez pas trop long parce que les étudiants, ils vont pas accrocher, vont partir, vont avoir autre chose à faire. Là. Et j'ai râlé un peu, j'ai dit bah non, on vient quand même, on va prendre un peu le temps de discuter. Puis finalement j'ai dit non, effectivement on n'a pas le temps. On n'a pas le temps vis-à-vis de cette échéance de réchauffement climatique, d'écroulement, donc je vais essayer de faire court, c'est pas forcément d'habitude, mais j'ai essayé de faire court. Mais votre temps il est précieux, notre temps est précieux, mais votre temps il est précieux. On a très peu de temps pour agir. Je suis pas en train du tout de parler du sujet, mais ça va venir. Et donc, si on revient sur la paille, je regardais ce qu'il y avait à faire dans certaines urgences,
Et je voyais qu'il y avait 7 millions de logements qui étaient des passoires thermiques. Et je crois que la paille, elle est toute dédiée à cette nécessité urgente d'isolation par l'extérieur dans 2 ans, 3 ans. Donc quand je dis que le temps est précieux, c'est qu'il faut que nous, on soit capable d'agir à une échelle de 7 millions de logements qui sont des passoires thermiques dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et que dans 4, ce soit fini. Voilà. Après, on parle de la construction paille. Oui, c'est intéressant de construire en paille. Nous, on a construit pas mal. Je faisais le total. On a une école de 1000 m², une autre école de 1000 m². Là, on est en train de faire un bâtiment paille porteuse de 1000 m². On lance un autre groupe scolaire 4000 m². Et puis, on a encore un projet de 4000 m² à venir. Et là, je me suis dit, oula, ça fait peut-être un peu beaucoup. Et on se réinterroge sur la massification. Alors oui, la massification, elle est importante, je pense, notamment et particulièrement pour isoler. Pour construire, on a un représentant du manifeste de la frugalité, est-ce qu'on a besoin de construire autant? Bon, nous on fait des écoles, donc on a toujours des bonnes excuses, mais il me semble que c'est important. Voilà, donc. Et puis, l'autre chose qui apparaît quand on a dit ça, c'est que, ok, la paille, c'est génial. Franchement, nous, pour en avoir fait autant, c'est qu'on trouve, on va pas commencer à dire que c'est pas terrible, mais réfléchissons d'où vient cette paille. Certes, c'est du soleil, transformé par la photosynthèse en matière, donc ça, c'est pas mal, mais après, qu'est-ce qu'on a? Pour avoir une botte de paille, est-ce que vous vous êtes posé la question de qu'est-ce qu'il fallait comme énergie? Parce que pour avoir une botte de paille comme ça, il faut un tracteur qui a une prise de force, sur lequel on vient mettre une presse, qui demande vraiment pas mal d'énergie. Mais avant ça, pour faire tout ce blé dont Volcker parlait, mais comment on le fait ce blé? On le fait d'une manière industrielle. Alors encore une fois, c'est très bien pour répondre à l'urgence là. Il faut le tenir ce truc-là de 2, 3 ans, 4 ans, tout rénover. Mais en même temps, il faut se poser la question de est-ce que c'est intéressant d'avoir ce process industriel dans l'idée d'une société post-carbone? Alors non seulement c'est pas intéressant, mais c'est même juste pas viable. Le jour où vous n'avez plus de pétrole, vous n'avez plus ces immenses moissonneuses-batteuses qui peuvent fonctionner, vous n'avez plus la capacité de faire. Donc voilà des questions de fond qui ne remettent pas en cause la qualité de la paille actuellement par rapport à tout ce qu'on peut trouver comme autres matériaux, mais qui remettent en cause un avenir qu'on doit travailler en même temps qu'on arrive à combler ce déficit que l'industrie nous a créé par le béton notamment et par d'autres matériaux. L'autre question, donc c'est là où on arrive peut-être à la question de la paillotique, c'est qu'est-ce que ça a comme impact social la création d'autant de mètres cubes ou de tonnes de paille? Ça a l'impact d'une concentration d'acteurs, la disparition de tout un tissu paysan qui n'existe plus, et si on regarde même dans le détail, ça crée une misère sociale quand on regarde le nombre de suicides de paysans qu'on peut avoir en général. Donc c'est pas terrible non plus. Voilà. Au niveau du paysage, quand on regarde les plaines céréalières, je ne sais pas si vous promenez, vous les traversez forcément, on ne peut pas dire non plus que ce soit... Bon, ça peut avoir un charme, on ne va pas discuter, mais c'est pas très varié. Et là, ça pose une autre question, c'est qu'est-ce que c'est que ce rapport au vivant qu'on a? Pas de biodiversité, des espèces de monoculture, et le pire, peut-être, et là, je sais pas... J'espère que le glyphosate, ça gratte pas trop, quoi, mais tout ça est arrosé de pétrochimie. Donc je vous vois perplexe, j'en suis désolé, mais il faut qu'en même temps qu'on ait cette éradication de construction en béton et tous ces succès d'années, on réfléchisse à avoir une production de paille qui soit culturellement viable et physiquement viable et qui soit aussi biologiquement viable. Et là, la bonne nouvelle, parce que
quand même une bonne nouvelle, quand même, c'est que c'est déjà en route tout ça. C'est que les paysans eux-mêmes ont compris que ils allaient vers leur fin, ils allaient dans cette concentration, vers une unicité d'une grosse entreprise, comme on peut l'avoir dans d'autres industries. Et d'autres se sont mis à faire des cultures alternatives. Donc une qui est très intéressante, c'est par exemple l'agroforesterie. C'est-à-dire qu'on plante de la paille, certes, mais en même temps on plante des arbres. Ce qui permet des échanges chimiques, agrochimiques très intéressants, ce qui permet d'avoir une biodiversité enrichie, ce qui permet aussi d'avoir d'autres ressources pour construire. Et c'est là où aussi il faut poser la question, est-ce qu'il ne faut pas qu'on retrouve dans notre environnement proche des ressources multiples, parce que la paille, j'ai vu que vous avez réussi à faire des voûtes en bottes de paille, mais pour franchir, c'est un peu compliqué. Alors, pour porter sans le bois, c'est déjà compliqué, mais franchir, c'est encore compliqué. Donc là, avec l'agroforesterie, on a les deux à la fois. L'autre chose qu'on peut avoir en plus, c'est de dire, tant que ces bois d'alignement, l'agroforesterie, c'est ça, c'est en fait, on vient planter de la paille entre ces deux bois-là, ces deux rangées d'arbres. Mais le temps que tout ça pousse, on peut aussi se poser la question de savoir est-ce que ça ne doit pas être immédiatement utilisable. Et là, on a d'autres gestions qui sont entre l'agroforesterie et la gestion des haies qui viennent pouvoir nous nourrir en même temps que ça nous donne la capacité de construire. Donc je pense aux haies jardinées œuvrables. Tout ça pour dire que quand on commence à tirer le fil, ce qu'il faut remettre en question, c'est certes l'industrialisation aveugle dans laquelle on nous plonge quand on est en architecte et étudiant en architecture, mais c'est ce qui permettra, par ce qui a été fait à côté, par la construction, de remettre en route du lien social, du lien écologique, et finalement de tourner la page rapidement et de survivre à notre fin, parce que c'est ce qui nous attend si on s'y met pas rapidement. Voilà. Bon, je vais arrêter là, après je pourrais expliquer plus avant comment on fait, mais il y a des solutions et on essaye de les mettre en œuvre. Merci Emmanuel pour cette note pessimiste. Non, c'est plein d'optimisme. Tu nous le fais cool à chaque fois. Du glyphosate dans la paille. Oui, c'est... Non, c'est une réalité. Je ne sais pas comment rebondir à ça. Si, peut-être... Ouais. Je voudrais qu'on pense tous ensemble à ce matin. On mentalise son voisin, on le regarde, et là, on imagine qu'on lui fait un gros câlin, on s'aime tous, on sourit, et vous inquiétez pas, ça va aller, on est ensemble. Du coup, en étant tous ensemble, on est plus fort. C'est un peu ce qu'on voit quand on travaille tous ensemble, la paille, le collectif, les chantiers, du coup, cœur avec les doigts, et sourire. Je sais pas, est-ce que Coralie, tu voulais revenir à un sujet peut-être plus terre à terre solide? Pourquoi? Je sais pas, on pourrait, sur cette envolée... On m'a coupé sur cette idée que les architectes seraient devenus des dessinateurs de produits industriels. Est-ce que peut-être tu peux nous parler de l'ITE, les règles pro dans l'ITE? Non, je sais pas. Oui, Ou Folker, l'ITE? Non? Alors, on peut parler de l'ITE. Je vais appuyer sur le côté positif quand même, après le discours d'Emmanuel, qui s'est terminé de façon positive. Voilà. Mais le matériau paille a un énorme avantage sur tous les autres matériaux. Je ne parle même pas du béton, etc., mais même par rapport à la terre, c'est qu'il permet, lui, ce lien entre le social, le territoire, les professionnels de nos métiers, etc. C'est pour ça qu'il a un rôle aussi important que n'ont pas les autres matériaux. Je voulais aussi rajouter une petite chose par rapport à ça, c'est que, mine de rien, le réseau français de la construction en paille
dans les adhérents, la moitié ce sont des architectes, l'autre moitié ce sont des entreprises en gros. Et l'idée c'est que on est un des rares organismes qui faisons la promotion de matériaux qu'on ne produit pas. C'est-à-dire qu'on est des gens qui, disons, utilisent de la paille et que même si ça se développe de fou en 10 ans, on ne gagnera pas 1 euro de plus. Alors qu'il y a beaucoup d'organismes qui font la promotion de matériaux parce qu'eux-mêmes le fabriquent. Donc on voit là que, en fait, on s'en fiche en soi, que ce soit la botte de paille ou autre chose. C'est que quand il y a une solution qui est intéressante, les gens qui sont dans cette association, ils le mettent en œuvre. Nous, on n'est pas des ayatollahs de la construction en paille. Si à un moment, la botte de paille, elle n'est pas pratique dans ce projet, on met autre chose en fait. On met un matériau qui est intéressant à ce moment-là. Et aussi, on essaie de réfléchir de manière générale, parce que dans l'association, il y a autant des gens qui font des gros bâtiments en faisant de l'industrialisation et qui ont des usines pour faire des gros bâtiments en paille. Que des artisans qui en ont marre de travailler avec des machines et qui ont envie d'avoir ce luxe, comme tu disais, des chantiers silencieux, parce qu'aujourd'hui c'est un luxe d'avoir des chantiers silencieux, c'est un luxe de ne plus être devant l'ordinateur, de ne pas être accroché à son portable en permanence. Et ça, mine de rien, c'est possible avec ces matériaux, travailler avec ses mains, etc. Et voilà. Et ces matériaux et cette association, entre autres, et d'autres associations aussi, permet que ces gens discutent entre eux, essaient de se comprendre et que petit à petit, quand ça va évoluer, on sache en tout cas que c'est possible et qu'on puisse y arriver et que chacun fait son chemin tranquillement en essayant de faire de son mieux. Ce qu'elle dit Coralie par rapport à on s'investit sans qu'on attend 1 euro derrière, c'est effectivement, je pense, la question clé par laquelle on se fait tous un peu avoir. Parce que quand on nous vend des choses, nous, en tant qu'architectes, et qu'on n'a pas, enfin, en tant qu'architecte, mais ça vaut pour tous les métiers, à tous les niveaux dans la société, c'est qu'il y a des intérêts derrière qui, eux, ils sont monétaires, et que nous, on nous les vend pour d'autres raisons, en dehors de ces intérêts qui sont appelés économiques. Mais en réalité, c'est une réalité de gaspillage, c'est pas l'économie, c'est l'inverse de l'économie. Et donc, c'est par rapport à ça que quand on a entendu parler de la tyrannie, comme on l'a connue là, très physique, comme elle a été décrite, ou à distance, comme vous par exemple. Voilà, il y a un manifeste qui quelque part est aussi une expression de vouloir s'opposer à cette tyrannie-là. Cette tyrannie, par rapport au petit calcul qu'on a fait tout à l'heure, où on a vu que c'est possible justement ces 10 millions de tonnes de paille, de séquestrer les 18 millions de tonnes quand même de dioxyde de carbone qui sont dedans, ce qui n'est pas fait. Et qui peuvent être séquestrés tous les ans, et on a les techniques, on a le savoir-faire, comment le faire. Donc ce delta, par exemple, les 18 millions de tonnes de dioxyde de carbone, ça correspond, vu qu'on a parlé de la COP21, du delta qu'on a par année par rapport aux objectifs de la COP21, rien que dans le secteur du bâtiment. Donc dans le secteur du bâtiment, on est 22% en France, je parle. On est 22% en dessus du chemin que le GIEC a pré-tracé pour pouvoir rentrer dans les objectifs. Ces 22%, ça correspond à 16,7 millions de tonnes. Donc la paille nationale, elle permettrait d'une de séquestrer ces tonnes-là, donc de ne plus les émettre au moment de la décomposition de la paille. Si on raisonne plus loin, d'autre part, le béton ou d'autres matériaux, où là on a facilement, pour 1 tonne de béton, donc vous émettez 900 kg de dioxyde. Donc là vous avez 20 millions de tonnes de dioxyde de carbone facilement que vous économisez. Donc là en total on est déjà à 38. Et une fois qu'on aura fait ça, on va se rendre compte que les bâtiments qu'on aura construits, ils ne consomment presque pas de l'énergie, où là on trouve encore les 10-15 pour arriver à 50-60 millions de tonnes, où là ça commence à être quantifiable, réellement intéressant, puisqu'on se trouve autour de 10%, 15% des émissions annuelles d'un pays industrialisé comme l'est la France. Donc ça c'est possible, donc on peut rien avec ce raisonnement-là et les techniques que nous avons, si seulement il n'y avait pas d'autres intérêts contre lesquels on doit en réalité vraiment se battre et investir tout notre temps, notre énergie pour pouvoir faire un minimum. Et puis s'il est question de parler de l'isolation thermique extérieure,
par exemple, on a effectivement actuellement, ensemble avec Benoît d'ailleurs, un projet d'isoler à l'extérieur un bâtiment parisien de 8 niveaux. On rencontre un tas de problèmes. Heureusement, on est porté par un maître d'ouvrage très volontaire et convaincu de la chose. Mais s'il n'y avait pas tous ces freins-là qui, en dernier lieu, sont alimentés et sont systémiques, dans le sens que le système cherche justement la croissance monétaire sans se poser des questions du sens, si on revient au lien sensoriel derrière, parce que sensoriellement, tout ça, ça va comme quelque part, je pense que nous, autour, ici dans la cathédrale Feuilly, on est assez conscient, contre le mur. Ce raisonnement-là, c'est effectivement un raisonnement qu'on ne nous détaille pas dans sa finalité. Mais enfin, il suffit de pouvoir additionner 1 et 1 pour savoir que agir d'une façon linéaire dans un monde qui est fermé et qui ne peut être soutenable qu'à condition qu'il se base sur un fonctionnement cyclique. Donc quand on ouvre un cycle et qu'on le referme ailleurs, comme par exemple avec la paille, mis à part les petits défauts que Emmanuel a soulevés, effectivement ça ne peut être autrement que à un moment donné créer une telle déséquilibre qu'il va y avoir des éléments violents, durs, définis d'une façon ou d'une autre par les uns et les autres en fonction des écoles auxquelles ils adhèrent. Donc si on est ici, c'est justement que intuitivement ou autrement, scientifiquement ou d'une façon ou d'une autre, on a conscience de ça. Et je ne peux que vous encourager de continuer à développer, selon votre propre intuition, chacun pour soi, ces liens qui sont nécessaires pour sa propre personne de comprendre et de agir dans un sens qui lui semble sensé, donc qui du coup doit passer par vos sens, vos ouvertures sensorielles. Et ça, je me répète, mais là, ça vaut le coup, ça me fait plaisir de vous voir être parti sur ce chemin et je vous en souhaite de bien tenir. Merci. On peut prendre des questions dans la salle, si on peut appeler ça une salle, la cathédrale, sans micro par contre. Ou alors tu viens ici. Moi j'avais une question très ciblée par rapport au chantier de Notre-Dame-des-Landes. Si, pour ceux qui suivent un peu ce qui se passe là-bas, c'est pas top la situation actuelle et qu'est-ce qu'il en était pour les chantiers qui ont lieu normalement l'été? Est-ce que ça continue? Est-ce que des choses vont continuer à se construire? Est-ce que l'ensemble du groupe de Notre-Dame-des-Landes est toujours dans cette envie? Je vais faire un petit point sur la situation. Oui, il y a des chantiers. Le gouvernement a bien su communiquer sur le fait qu'il avait absolument tout vidé. Il s'est attaqué à un tiers de la ZAD, les cabanes. Il a attaqué aucunement les infrastructures matérielles. On est encore entre 150 et 200 à habiter sur place. Les batailles, elles sont maintenant rangées sur le plan administratif. Donc la bataille des terres face aux paysans qui ont été expropriés, qui ont accepté l'expropriation et qui veulent revenir à agrandir leurs exploitations sur la ZAD, face aux normalisations là, avec les compteurs Linky qui commencent à essayer d'amener sur la zone. Bon, et puis voilà, en fait le gouvernement ne veut pas que ça fasse un précédent, veut que ce soit normalisé là petit à petit, tout ça. Nous on doit faire face à ça avec plusieurs stratégies, donc, qui sont d'une part, on va essayer de placer des agriculteurs normaux, monter des statuts avec la DJA, la PAC, pour rentrer dans les cadres et pouvoir sécuriser les terres. On monte aussi, on monte une coopérative, on est 35 à monter une coopérative avec des producteurs de céréales, de galettes, toute la filière bois avec le chantier école et des éleveurs bovins et ovins, avec l'idée de mettre toutes les ressources en commun. Donc là on a une SKIC SAS qui est en train de se monter. Cette coopérative elle est intimement liée à la cagette des terres, donc après j'ai des papiers, je vais les mettre quelque part. Mais c'est le réseau de ravitaillement des luttes du pays nantais, de l'estuaire nigérien jusqu'à Saint-Nazaire, où là on produit sur la ZAD, pas pour l'autonomie, mais bien pour continuer
à appuyer des grèves ou des luttes sur les causes sociales qu'il peut y avoir à Nantes et à Saint-Nazaire et les Gilets jaunes. Et voilà. Et pour les chantiers, oui, on continue. On a un chantier là en septembre-octobre pour continuer le hangar bois. Il va y avoir d'autres chantiers à l'Ambazada. Il faut suivre après ce qui se passe sur le site zadnadir.org. Là, il y a des dates un peu plus précises. Mais non, on est toujours là, bien vivant. En ce moment, il y a plus de 1000 personnes, parce que c'est l'été, qu'il y a le Transborder Camp dont je parlais tout à l'heure. Et dans les outils qu'on a mis en place pour sécuriser les terres, là, il y a un fonds de dotation qu'on a monté pour soulever des fonds et acheter les terres et les bâtiments. Du coup, ça c'est pareil, je vais laisser des papiers pour ceux qui veulent ou qui veulent diffuser l'info. L'idée, c'est de faire une propriété collective qui puisse pas être soumise à aucun régime de spéculation, et notamment à la pression encore de la métropole là qui fait augmenter le foncier, et du coup libérer un maximum de terres de la spéculation immobilière sur les terres. Une autre question? Bonjour, donc tout à l'heure vous avez évoqué une expérience que vous avez faite pour tester la résistance au feu de votre mur en paille. J'aimerais savoir comment justement ces genres de tests sont organisés. Est-ce que ça doit passer forcément par un laboratoire, ou est-ce que justement on doit payer après pour pouvoir mettre en œuvre ce système qui a été testé? Comment ça se passe? Donc, comment ça se passe? Donc oui, on va dans un laboratoire agréé par l'État. Il y en a 4-5 en France qui ont ce qu'on appelle l'accréditation COFRAC. Voilà. Ce qui permet d'être sûr que le test se fait selon des normes sécurisées. Voilà. Donc ça, c'est la première question. Après, la deuxième question, c'est: est-ce qu'on peut réutiliser le test pour d'autres bâtiments? Nous sommes une collectivité territoriale publique, donc nous travaillons avec l'argent du contribuable, donc l'argent commun. On ne privatise pas le résultat du test. Il peut servir d'exemple comme étant attribué à ce chantier-là. Tout l'enjeu après, c'est finement d'expliquer que si ça a tenu là, ça peut tenir ailleurs, et que les conditions et la mise en œuvre fine, et ainsi que la composition du mur peut être légèrement adaptée au projet que vous aurez à faire. Voilà. Donc je pense que c'est pas... Et ça ne doit pas être directement transposable, parce que l'idée quand même, c'est que chacun trouve des meilleures méthodes que celles qu'on a trouvées pour faire un mur en paille porteuse dans des établissements recevant du public. Mais c'est un bon point d'appui, et surtout ça débloque les imaginaires. Quand on nous demande une demi-heure et qu'on tient plus de 2 heures sur un feu à plus de 1100-1200 degrés, bon, on peut se dire que ça va, quoi. Construire en paille porteuse avec un enduit, c'est quand même possible. Alors c'est pour ça que nous on travaille beaucoup de nature, on travaille toujours des ERP, mais ce qui ouvre des champs plus importants, parce que les ERP et notamment les écoles sont soumis à des réglementations parmi les plus restrictives qui existent. Donc derrière, si vous voulez faire une simple maison, il n'y a pas de problème. Avec le réseau français de la construction en paille, quand on a présenté nos règles professionnelles à la commission dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pas juste un texte qu'on présente. On présente bien sûr ce qui a été construit pour montrer que on s'appuie pas sur rien, qu'il y a du bâtiment, donc c'est des dossiers. Et en plus, on leur montre qu'on va former les gens. Donc c'est pour ça qu'il y a une formation pro-paille qui existe à destination des architectes et des entreprises, une formation de 5 jours sur la construction en paille. Et en plus de ça, on montre des essais qui permettent de caractériser le matériau. Donc, qui sont d'ailleurs téléchargeables sur le site de l'association, du réseau français de la construction en paille, rfcp.fr. Il y a toute une rubrique. Nous, on les met justement à disposition de tout le monde pour que ça puisse se développer.
Après, c'est comme tout, hein, il faut toujours un petit peu financer les essais, et c'est pour ça que nous, on a des adhérents à l'association qui permettent qu'on puisse s'engager dans des projets comme ça et développer des essais, parce que l'essai dont tu parles, par exemple, c'est juste l'essai en lui-même, sans compter le prix de la maquette, c'est 60 000 €. Donc voilà, tout le monde ne peut pas se le permettre. Moins ? Plus ? Moins. Bon. Ça dépend les... Ah non, c'est les pires à 60 000. Bon, enfin, nous, et là, par exemple, nous, on a aussi quand même nos impôts qui servent un petit peu à quelque chose de temps en temps. On a le ministère de l'écologie qui nous a donné des subventions pour qu'on puisse réaliser à l'association des essais au feu au CSTB. Et là, lundi, je vais au CSTB de Marne-la-Vallée. On va faire cramer aussi 2 gros murs de 3 mètres par 3 mètres, donc des murs en paille, avec soit du lamellé-collé traversant, un peu c'est la partie avec beaucoup de bois, et l'autre partie en autoporteur. Et le tout enduit de terre, donc ce qui va permettre aussi, on vise un coupe-feu de 2 heures, voilà, d'avoir encore de nouveaux essais qui vont permettre aux gens qui veulent construire des bâtiments publics, parce que bon, voilà, tout ce qui est individuel et plein d'autres bâtiments n'ont pas forcément besoin de ces essais-là. C'est les contrôleurs techniques, si vous en avez besoin, qui vous demanderont de justifier de la résistance de vos murs. Mais voilà, il y a tous ces essais qui se font. C'est beaucoup de bénévolat aussi, parce que par exemple, le ministère, ils nous disent ok, vous avez un avoir au CSTB, vous pouvez faire des essais, mais n'empêche qu'il faut acheter les matériaux, il faut construire les maquettes, il faut les transporter sur le lieu, et puis moi ça fait 1 an et demi que je bosse dessus, je suis pas payée quoi, donc comme plein de personnes, on passe beaucoup de temps, de notre temps bénévole sur nos vacances ou autres, pour pouvoir faire avancer et pour que vous puissiez vous munir de ces outils et puis commencer à construire intelligemment avec ce que vous avez autour de vous. Juste pour être complet, le test en lui-même, celui-ci coûte 25 000 €. Après, il faut aussi fournir la maquette, donc ça c'est supplémentaire. Pour dire quand même qu'on a un partenariat avec le RFCP via Upstro, qui est une organisation européenne sur la recherche et la diffusion de la paille, et que je vous invite à aller dans l'innovation parce que il y a quand même sinon une panique, mais il y a un éveil de tout ce qui est gouvernemental et collectif pour trouver des solutions. Et ce test-là, il est financé dans le cadre d'un projet de recherche soutenu par l'ADEME. Et on peut voir que ça commence quand même à faire bouger ça bouge dans la tête de tout le monde. Moi, quand j'ai commencé la construction en paille, quand je faisais du covoit, personne ne connaissait, tout le monde me parlait de 3 petits cochons. Maintenant, je crois que 90% des gens qui... Ah oui, j'en ai entendu parler. Donc ça fait, en 10 ans quand même, ça a franchi ça a fait une petite avancée. Et puis avant, on n'avait que des maisons individuelles. Aujourd'hui, on a plein de bâtiments publics. Et notamment, on a donc une caserne de pompiers. Donc quand on parle du feu, on se dit, ils ont quand même dû réfléchir un petit peu à leur truc s'ils ont mis de la paille dans leur mur, les pompiers. Et on a aussi, par exemple, le siège de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment. On peut pas dire que ce soit des écolos convaincus. Ils ont quand même isolé leur bâtiment en paille. Donc on se dit que, allez, on est tous des êtres humains en fait, et petit à petit on va pouvoir arriver à chacun aller vers du mieux, enfin on l'espère, chacun à la vitesse qu'il peut, mais voilà, c'est quand même, ça donne un petit peu d'espoir pour les 10, 20, 30, 40, 50 prochaines années à venir. On essaie d'aller, ou 5 ans pour certains, voilà, on essaie d'aller au plus vite dans nos têtes. Bon, pour aller un peu plus loin, vous avez vu là-bas, il y a une maquette avec des enduits terre qui sont possibles. Et bien sachez qu'actuellement, il y a eu les guides de bonne pratique qui sont sortis en avril. Vous pouvez les trouver dans les différents sites des associations régionales de construction terre. Pour l'Île-de-France, vous trouverez ça sur Aster, aster.fr, non? Aide-moi, écris fort. Non mais à Aster on les trouve. Alors il paraît que le micro marche. Moi je crois que sur le site d'Aster, on retrouve les liens sur les différentes autres associations qui ont participé et je sais plus où est-ce qu'ils sont tous ensemble, mais bon ça vous fera un peu de découverte. S'il y en a, il y en a qui ont mis toutes. Ouais. Oui, ouais, mais ils l'ont pas encore tous fait. Alors il faut se taper les 5 trucs régionaux,
Terra. Terra, vous pouvez tous les trouver. Les 5 y sont. Du coup, ça vous permet de voir la continuité du travail qu'on a fait ici. La continuité étant qu'il va falloir encapsuler cette paille pour la protéger des intempéries. Et du coup, bon, là, vous pouvez voir la terre. La terre est un matériau qui, du coup, permet d'atteindre des résistances thermiques de 2 heures. Je sais pas à quel point c'est le cas avec de l'OSB et du bardage, mais c'est pareil. Voilà, du coup, bon, la terre, hein, pareil, c'est un matériau, il est local, on le trouve partout. Le Grand Paris, ils sont en train de sortir des milliards de mètres cubes, va bien falloir en foutre quelque chose. L'OSB, c'est un produit qui est fait avec des paillettes de l'industrie du bois, qui mettent du plastique avec pour faire l'école. Bon, faites votre choix. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et les règles pro, ITE, on en est où? Alors, donc, l'isolation thermique par l'extérieur, qui n'est pas officiellement encore intégrée dans les règles professionnelles, celle-ci, on a réécrit pendant 4 ou 5 ans là, avec différentes personnes des paragraphes sur l'isolation thermique par l'extérieur. On a dû le présenter à la commission, on commence un peu à les connaître. La problématique, c'est qu'on a eu un refus, alors qu'avant, bon, sur le reste, ça avait été validé. On a eu un refus de nos règles professionnelles. Les raisons officielles sont un petit peu, comment dire, en gros, ils nous ont dit « Ah ben nous, pour l'ITE, en polystyrène, enfin avec des enduits sur polystyrène, on a dû galérer, donc c'est pas normal que la paille, vous arriviez si vite à passer des règles pro, donc on vous le refuse. » Donc on sent un petit peu derrière qu'il y avait des lobbies quand même, on commence à avoir l'habitude, donc l'idée c'est qu'on essaiera de repasser devant cette commission, mais il faut refaire des gros pavés, leur renvoyer. Il y a du travail quand même là-dessus, et du coup, là, on peut plus le faire en bénévole, donc il faut qu'on cherche des financements, en gros, pour pouvoir repasser à nouveau. Et si jamais ils nous disent encore non, du coup, on s'est dit qu'on allait quand même sortir un bouquin qui serait pas sous forme de règles pro, qui serait plus un guide pédagogique, un peu comme la Terre, les guides des bonnes pratiques. Voilà, ça sera qui peut-être après, à terme, redeviendra une règle pro. Mais voilà, c'est pas simple, les lobbies quand même sont en face. Des fois on arrive un petit peu à passer à côté, mais bon, des fois non, et voilà, on fait au mieux. Mais comme vous pouvez quand même construire, faire de l'isolation par l'extérieur en paille, hein. N'hésitez pas justement, et après quand vous en avez fait, vous m'envoyez ce que vous avez fait, vous me dites si ça a marché, si ça n'a pas marché. Au bout de 5 ans, vous me redites si ça marche toujours ou pas, et puis après nous on collecte ça et on écrit des règles pro. C'est vraiment le cas typique où il faut faire avant la réglementation, sinon ça ne va pas déboucher. Donc allez-y. La réglementation va venir d'un coup, une fois qu'on aura 2-3 exemples signifiants. Par rapport au mycélium, viens pour le payer. Par rapport au mycélium, j'ai peut-être pas écouté le début du discours, mais quelles sont les portées? Parce que on parlait tout à l'heure de la problématique de l'ingénierie qu'on devait développer pour produire nos bottes de paille, et donc toute la technique, l'utilisation du pétrole, ou du moins d'une énergie qu'on devrait produire à côté, pour notamment une force humaine pour pouvoir produire nos bottes. Le mycélium, ce qui permet, c'est en moule, on met notre souche, après en théorie on la cuit, et après ça produit une brique qu'on peut utiliser, qui est isolante, etc. Quels sont la question par rapport à est-ce que des personnes ont fait des tests pour savoir la vraie capacité isolante, la capacité structurelle, la compression, ou est-ce que par exemple par rapport à la cuisson à 200 degrés, est-ce que ça consommerait plus d'énergie de faire comme ça ou de produire autrement? Est-ce qu'on ferait comme à Madagascar, eux ils produisent leurs briques en faisant des énormes constructions en terre, ils font un feu à l'intérieur
Est-ce que la maison pourrait se construire comme ça? Genre, on construit une maison en paille, qu'on lance le mycélium dedans et on fout le feu à l'intérieur et paf, on a une maison toute cuite. Je sais pas, c'est une idée folle. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que mettre des champignons et des moisissures dans une maison, moi, ça me fait peur. Et que les chauffer à 200 degrés, c'est les chauffer, quoi. Donc il faut bien chauffer. Bon, tu vois tout le problème. Donc voilà, déjà quand tu dis chauffer un matériau, tout de suite déjà tu peux te dire que ça va pas dans le bon sens. À part si vraiment il y a une utilisation vraiment ciblée et qui ne peut pas se faire autrement. Voilà. Donc c'est bien, en fait il y a plein de gens qui inventent plein de trucs, mais il faut se poser toutes les questions sur... et puis tu vois, ce matériau, il a pas l'air très... Il a l'air, comment dire, pas très léger, il n'y a pas beaucoup d'air contenu, ce qui fait l'isolation dans un matériau, c'est quand même l'air. Et du coup, plus tu as de liant, voilà, c'est moins isolant. Donc bon, je suis pas convaincue que ça se développe vraiment. Je reviens sur ce que je disais au départ, c'est effectivement c'est important d'avoir une